Alors comme ça, vous êtes curieux de voir ce qu'on peut faire en rénovation? Eh bien écoutez, moi ce que je vous propose, c'est la rénovation totale d'une salle de bain. Donc on est sur une maison en pierre avec tous les défis que ça induit, et on va s'occuper de la plâtrerie, de la plomberie, de l'électricité et du carrelage. Donc c'est une prestation clé en main, on s'est laissé aucune limite technique, et je vous propose de découvrir de la démolition, de la préparation de murs, et j'espère que vous allez apprécier. Bien amusé, c'était après le repas, tranquille pour se détendre. Par contre là on arrive aux choses sérieuses, et si on fait pas ce qu'il faut, bah demain c'est une piscine. Donc là j'ai un raccord de plomberie, un bouchon, un joint, et je viens m'assurer que même en cas de manipulation par un gamin ou par une personne pas alerte, et bah j'aurai pas de problème. Il me reste plus qu'à y cirer. Dans un premier temps, on vérifie que le chantier a bien été vidé par les clients, qu'il n'y a pas d'objets qu'on pourrait abîmer. On décharge le camion, donc on réfléchit toujours à poser les choses au bon endroit. Comme là, on fait tout sur place. On va trier les outils par famille, la plomberie d'un côté, le carrelage, la peinture de l'autre. Et typiquement, là, nous, on va travailler sur du carreau-brique. Donc le carreau-brique, c'est un produit qu'on va couper à la meuleuse 230. Donc il n'y a aucun intérêt de le rentrer à l'intérieur pour ensuite le ressortir, comme on va le couper à l'extérieur. Donc on le stocke à l'extérieur. Tout ce qui craint pas, donc les tuyaux d'évacuation, ça fait 4 mètres, les rails, ça fait 3 mètres. On y met contre un mur à l'extérieur, on n'y a pas dans les pattes. Le carrelage, bien à l'abri, évidemment, pour pas qu'il puisse lui tomber quelque chose. Et le placo contre un mur, posé sur des cales pour qu'il soit facile à récupérer. Ensuite, donc on a l'analyse de chantier, on vérifie tout ce qu'on a à isoler. Le mitigeur de la douche, il va falloir qu'on isole le robinet du lavabo, les WC et le radiateur. Donc pour ça, on coupe la flotte, on casse la pression et on coupe les vannes du circulateur. On peut couper la chaudière pour la mettre un peu en sécurité. Et ensuite, on enlève tous les éléments en plomberie qui vont nous gêner et on met des bouchons avec joint et on revérifie. On remet en pression, comme ça la maison directement, elle a à nouveau le chauffage et elle a à nouveau l'eau, parce qu'on ne peut pas se permettre de couper une demi-journée, une journée la flotte. Et à partir de ce moment-là, on peut bosser tranquillement. Il restera l'électricité. Pour des raisons de confort, moi j'aime toujours laisser un peu de lumière, parce que travailler dans le noir ou avec des spots, c'est toujours encombrant. Par contre, on fait super gaffe au moment où on s'approche d'un côté des spots ou de l'autre des interrupteurs, à y aller doucement et à vérifier qu'il n'y a pas de fil à nu, qu'on n'est pas en danger. Et c'est vrai qu'au niveau de la casse, en fait, on a fait vachement gaffe au niveau de la tuyauterie. Bien sûr, il faut y faire super attention. Il faut y faire super attention. Parce que alors après, c'est pareil. Moi, je sais entre guillemets tout faire, donc il n'y a pas de souci. Si là, bam, on pète le cuivre, je descends, je coupe, je brase. Par contre, le mec qui n'a pas cette compétence-là, il faut soit que le plombier soit passé avant, soit qu'il fasse preuve d'une minutie terrible, parce que là, on bosse un samedi matin. Si on ne sait pas comment couper la flotte et qu'il y a un geyser, un plombier peut mettre 1 heure et demie pour arriver, dans les meilleurs des cas. Donc il faut être super précautionneux. Soit on sait tout faire et entre guillemets on peut y aller freestyle en sachant qu'on saura rattraper. Si on brase pas, si on n'a pas le matos, on y va coolos. Quitte à laisser 50 cm autour pour être tranquille quoi. Mais c'est ce que tu me disais hier, parce que là en fait on a déblayé à fond. Sauf que en fait si on va dire on fait passer plein de petits artisans, on y passe un temps de fou. Ah bah là il faut faire passer l'électricien qui va couper les circuits. Il faut faire passer le plombier qui va faire ce que je t'ai expliqué. Et puis le chauffagiste. Donc si le plombier chauffagiste fait les données royales, mais il y a déjà 2 interlocuteurs qui sont passés. Et le problème, c'est qu'il faut les avoir au bon temps, machin. Nous, on a décidé mardi d'attaquer et on attaque samedi, quoi. Et là, on parle juste de la destruction. Là, on parle juste de la destruction. Ça sera la même chose dans l'autre sens. Au moment où le plâtrier va monter sa cloison, il faut que le plombier électricien passe. Donc, il y a des délais à respecter. Le carreleur, il faut que le gars ait fait son ragréage et tout. Donc, être le seul interlocuteur du client, pour soi comme pour le client, mais c'est une aubaine parce que on n'a qu'une seule personne au téléphone, il n'y a qu'une seule personne qui gère les délais, les approvisionnements. On n'est pas 4 dans un chantier de 7 mètres carrés, parce qu'une salle de bain c'est tout petit. Si on commence à être 3-4 à bosser, même si on fait du mieux, on va se gêner, on va se mettre en danger. On est toujours plus à l'aise à casser des trucs sans se dire bah attention, faut pas que j'assomme l'électricien ou autre chose, quoi. Moi j'étais impressionné la quantité de matériel qu'il faut anticiper juste pour une pièce. Il y a un adage, et c'est surtout vraiment plomberie, il y en a un plein camion et il manque toujours un raccord. C'est qu'il y a des choses sur lesquelles on peut faire preuve d'une certaine adaptation. Exemple, à un moment, j'ai un désaffleur par rapport au placo.
je vais mettre de l'enduit et je vais faire un pan cassé, personne ne va coûter en courant de rien. En plomberie, j'ai un 12-17 mâles, il me faut un 12-17 mâles. Après, je peux avoir un 12-17 mâles qui repart sur un 20-27 et je mets un bouchon, mais si j'ai pas cette pièce de départ, je suis bloqué. C'est pour ça que des bouchons, j'en ai amené en 12-17, en 15-21, en 20-27, en mâle et en femelle, et j'en ai pris 4 de chaque, et les 4 on les a passés en 20-27. Donc en plomberie, il faut en anticiper un maximum, et un chantier bien préparé, sans qu'il ait commencé, il y a la moitié du travail qui est fait. Quand les outils et quand le matériel est au bon endroit au bon moment, il y a la moitié du travail de fait. Et ce que tu me disais aussi, c'est que là, on a vu qu'on a cassé, on a laissé les tuyaux, mais du coup, tu vas tout déplacer. Pareil, il y avait les évacuations pour les WC, les sanitaires. Tout à fait. C'est pareil quand on refait une salle de bain, soit on dit on a un budget super serré, donc on va conserver les éléments au bon endroit pour garder les alimentations, pour garder les évacuations, mais ça peut ne pas être tout à fait optimisé, ça peut être assez suranné. La salle de bain des années 80 avec la baignoire sabot, la vasque à droite, elle est partout, chez partout pareil, et elle est plus adaptée aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vouloir faire une douche à l'italienne dans un autre sens, et c'est toujours plus cher et plus de travail de pouvoir déplacer les choses, mais ça permet d'avoir la salle de bain dont on a envie en fait, dans laquelle on va se sentir bien. Et là par exemple, nous on était dans le cadre d'une salle de bain séparée du WC avec un radiateur en plomberie acier, en tuyauterie acier sur la cloison. Et on va isoler les radiateurs, on va couper la plomberie acier, je vais faire une jonction pour repartir sur du cuivre, et le radiateur je vais le reporter sur une nouvelle cloison. Si on avait dit non on touche pas le radiateur, et on gardait un WC séparé. Sauf que le WC séparé, il était déjà super sombre et il avait pas de radiateur, donc l'hiver on s'y caillait les miches. Donc voilà, soit on dit on refait tout, on remet tout à plat, par contre après on a la chose qui nous fait envie, soit on dit on essaie de trouver une cote un peu mal taillée, la douche elle était pas ouf ici, c'est pas grave, on la garde là, le WC il est pas à côté de la fenêtre, c'est pas grave, mais... Et là on est dans une maison qui est un peu ancienne, et du coup c'est vrai qu'on est sur une prestation qui est assez finalement presque haut de gamme pour ta cliente. Bien sûr. Et du coup c'est quoi la démarche, pourquoi faire ce choix pour elle La cliente, elle a envie de se faire plaisir déjà. Voilà, il arrive un moment, des travaux on n'en fait pas tous les jours. Une salle de bain, c'est une pièce maîtresse. Les pièces maîtresses, moi je considère qu'il y en a deux. Il y a la salle de bain et la cuisine. C'est des pièces qui sont hyper techniques et dans lesquelles la cuisine, en fonction de comment on cuisine, on est capable d'y passer du temps. Et la salle de bain, surtout une femme, on y passe du temps, on s'y prépare, machin. Et on a envie d'avoir un peu de confort. On est nu par définition dans une salle de bain, donc on n'a pas envie de se léger. Le WC, c'est pareil, on n'a pas envie de se cailler. Donc l'idée, c'est de dire... on attaque un chantier d'ampleur et on va dire qu'entre un gros rafraîchissement et une remise à Z à prestation égale, on va à peine du simple au double. Donc on a déjà payé 50% de la prestation, sauf que si on décide de ne pas aller au bout de la démarche, on est un peu frustré à la fin. C'est-à-dire qu'on veut faire une tartiflette, on n'a pas de reblochon, il va rester un plat de pommes de terre à vapeur, quoi. Donc là l'idée c'est vraiment d'aller au bout des choses. La cliente, on a pris un plan, on lui dit voilà, la salle de bain fait 3,50 m par 2 mètres, où est-ce qu'on met quoi, comment vous y voyez-vous, et choisissez vous-même. J'ai accompagné la cliente dans un magasin, elle a choisi ses textures, elle a choisi son carrelage, ses couleurs. Moi il n'y a pas de limite, la cliente après moi je fais ce qu'il y a à faire et comme il faut, quoi. Que ça soit durable, ça c'est toujours hyper important. Dans une salle de bain, les notions d'étanchéité, les notions de protection des murs, il faut pas rigoler. Une chambre entre guillemets, c'est 2 plaintes, une prise et une peinture. Une salle de bain, c'est une pièce technique vis-à-vis de l'électricité déjà, parce que c'est la pièce où on est le plus vulnérable, faut pas jouer au con, et vis-à-vis de l'étanchéité, parce qu'aujourd'hui on a pas mal de maisons, il y a une démocratisation des maisons ossature bois. Le bois aime pas la flotte. Donc s'il y a vraiment une étape à pas négliger, c'est l'étanchéité. Et c'est vrai qu'on l'a vu, il y avait des fuites. Bien sûr. Comment dire, il y avait des métaux, ils étaient complètement friables. Les pattes de fixation des blocs-portes étaient complètement bouffées par l'oxydation. Il y avait des suintements, on n'est pas sur des fuites, on est sur des suintements au niveau de la robinetterie, au niveau de la tuyauterie, de la douche. Et donc la brique, en fait, elle était complètement saucée de flotte. Et donc au moindre coup de masse, elle explosait. On a vu de l'autre côté qu'il y avait des grosses auréoles d'humidité. Donc voilà, la salle de bain, elle avait 20 ans. Mais l'idée, c'est que dans 20 ans, notre salle de bain, elle aura 20 ans, donc elle sera peut-être un peu surannée, mais on n'aura pas ces problèmes d'étanchéité, on n'aura pas ces problèmes de moisissure. On l'a vu sur les murs, des grosses traces d'humidité, des grosses traces de moisissure. En fait, en cassant le mur, tu te rends compte que c'est tout pourri. Même le sol était complètement humide, mais ça se voit pas de l'extérieur. C'est ça, c'est en levant le capot qu'on voit ce qui se passe dessous, quoi. L'œil averti saura reconnaître les prémices et les indices qui font une fuite ou un suintement, mais c'est en mettant les mains dedans. Là, typiquement, on a trouvé un peu d'amiante, donc il va falloir qu'on retraite l'amiante. On va passer par une entreprise spécialisée, mais derrière du plâtre, derrière du béton, dans notre cas, on peut pas savoir qu'il y a de l'amiante, quoi. Donc là, c'était pas hyper grave ici, mais des fois vous avez un floconnage qui est en train de s'abîmer, qui est bouffé par les souris, et donc l'air ambiant est chargé en amiante, et ça c'est super dangereux. Donc maintenant il va falloir qu'on se pose et qu'on réfléchisse, parce qu'il y a quelque chose de très très important et de très subtil dans les salles de bain, c'est les temps de séchage.
C'est-à-dire que si on n'anticipe pas les bonnes opérations au bon moment, il va arriver un moment où on va avoir un produit à appliquer. Je prends le cas d'un ragréage par exemple. Entre le moment où je fais mon ragréage et le moment où je peux carreler, il peut y avoir 15 jours, 3 semaines. Et donc plus tôt je fais mon ragréage, et plus tôt je pourrais faire mon carrelage. Et si j'anticipe pas cette opération, on prend du retard. C'est pareil pour les enduits, c'est pareil pour les produits d'étanchéité. Donc là on va se poser, on va faire le tour, on va isoler en plomberie tout ce qu'on doit isoler, et on va décider quelle opération on attaque en premier afin de réduire au maximum le temps ouvrable, le temps d'ouverture de notre chantier. Là, ça va faire dégueulasse. Nous, notre référence, elle va être ici. Donc je vais prendre la hauteur ici. Et je sais que par rapport à là, il faudra que mon ragréage il arrive à peu près à 20 mm en dessous. 20 mm, allez, 18 mm en dessous. Même si je préfère 20. Parce que j'aurai 8 de colle et j'aurai mes 12 de carreau. Donc après, si je suis un peu plus bas, je rééquilibre. Et ici, à peu près... Ah, il va falloir que je descende. Ah, il faut qu'ici, j'arrive à lire 102. Si je lis 102, voilà. Donc là, je suis à 100, c'est pas bon. Ça veut dire que la salle de bain, elle monte comme ça. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je descende à mort. À partir de là, un petit ragréage de rien du tout. Et je viendrai à 20 mm de cette référence que j'ai ici. Notre sol, il est absolument impropre à être recarrelé en l'état. Donc nous, on va être obligé de faire ce qu'on appelle le préparer. Donc là, je vais le ramener à une certaine valeur basse pour qu'on puisse faire dessus un ragréage bien propre. Et ensuite, on pourra le carreler. Mais ici, on a notre douche à l'italienne. Notre douche à l'italienne, on veut qu'elle soit au niveau du sol avec une pente de diamant. Donc ici, je ne vais pas avoir de ragréage. Donc je prends mon mètre. Alors, on n'est pas au micron, hein. Je préfère en tirer un petit peu plus. Voilà. Je sais que ma douche, elle partira d'ici. Et dans ce sens-là, elle va aussi faire 90. Donc quand on fait de la démolition, c'est important de faire un tri. Donc là, on a tout ce qui est amiante, ça sera retraité particulièrement. Là, on a tout ce qui est grosses pièces qu'on n'a pas brisées, parce que c'est beaucoup plus simple de les manipuler. Ces vitres, on aurait pu y faire en mettre un coup de marteau, mais après ça va faire de la manipulation inutile. Là, on a toute la partie bois, et là, on a les gravats. Donc là, on est sur ce qu'on appelle du gravat inerte. Il n'y a pas de ferraille, il n'y a pas de placo, il n'y a pas de plastique. Donc ça peut être retraité facilement en déchetterie. Et si jamais vous faites venir une benne pour y débarrasser, ça vous coûtera pas grand chose à la tonne. Alors que si vous n'avez pas fait de tri, que vous avez mis du placo, que vous avez mis du polystyrène, nous on l'a mis de côté le polystyrène. Si vous avez fait un espèce de gros amalgame, ça va passer dans du déchet industriel banaux. Et là on va être, au lieu d'être à 60 € la tonne, et ben on sera à 500 € de retraitement. On a cassé la conduite en amiante. Donc nous, on va venir récupérer l'évacuation existante et provisoirement, pendant le chantier, se balancer dans celle du bas. Parce que le WC il va virer. Et comme ça, le client a toujours un WC en haut et nous on peut bosser. On est sur une cave voûtée. Donc bah, c'est super joli, quoique celle-ci elle a été bétonnée, mais bon. Et là on a nos alimentations de tuyaux. Moi j'ai fait un sondage par le dessus. En point mince, j'ai déjà 50 cm d'épais. Et mes évacuations elles sont par là. Et là je me retrouve avec plus d'1,60 m. Donc ça c'est des choses qui sont vachement anticipées. Parce qu'on n'est pas dans le cadre d'une dalle de villa poutre alourdie de 20 ou 25 cm. On est vraiment dans un truc super spécifique. On a remis nos murs à nu. Donc on est venu poncer. Il reste quelques petites bricoles comme des chevilles métalliques qu'il faut penser à retirer. Sinon c'est vite chiant. Donc maintenant on est remis à nu. Là on va dans un premier temps prendre du plâtre à prise rapide pour venir reboucher grossièrement les trous. Et ici on n'a pas besoin d'une finition impeccable parce que ça va être recarrelé. Ce qu'on veut c'est avoir un support plan pour ne pas avoir un support qui soit trop irrégulier et donc galérer au niveau du carrelage. Donc des rebouchages rapides pour avoir un mur qui soit le plus plan possible, le plus agréable à travailler. De l'autre côté par contre, là on est sur un mur qui va être peint. Donc pareil, un ponçage pour venir récupérer notre plâtre. On va le récupérer au plâtre parce que voilà, on va essayer de reboucher quelques trous. Et après on passera un enduit de finition en 2 passes pour faire un ratissage propre et qu'après il soit prêt à plaindre. Prêt à... Trop parce que faut pas que ça tombe.
Tu vois, des grands mouvements. Et là, tu vois, j'arrive déjà à voir un truc un peu plus lisse. Alors là, c'est une passe d'approche. On ne cherche pas à voir un truc joli. Là, on vient blanchir notre mur. Cette œuvre d'art, inutile, mais œuvre d'art quand même. Le mur est un peu bombé, ça c'est pas notre faute. On l'a coupé un petit peu en hauteur de façon à garder la partie saine et ça on va être